Salutations, je suis Shadiversity et c'est un épisode assez important que je fais en ce moment. C'est une question fondamentale. À quoi ressemblait la vie à l'époque médiévale, notamment dans les châteaux? Comment était la vie dans un château médiéval? Et j'ai évité d'aborder ce sujet. Parce que plus je me penche sur la question, plus je la trouve complexe et plus il y a de nuances à apporter. Et j'ai simplement hésité parce que je craignais de ne pas pouvoir aborder le sujet de manière suffisamment appropriée. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres personnes, vous savez, qui font des vidéos sur ce sujet et qui malheureusement font un très mauvais travail et répandent beaucoup de désinformation. J'ai réalisé que je pouvais faire mieux que ce qui existe déjà. C'est ce déclic qui m'a poussé à le faire. Cette vidéo répondait à une autre que j'ai vue récemment sur la vie dans un château médiéval. Et il y avait beaucoup de faits incorrects, de désinformation et d'autres choses. Il serait que, comme je le dis souvent lors de mes vidéos-réponses, celle-ci n'en est pas vraiment une, elle est seulement inspirée par une autre vidéo. Même si ce n'est pas le cas, je dois préciser que je n'ai rien contre ces personnes. J'ai moi-même eu tellement de ces idées fausses auparavant. J'ai déjà diffusé ces idées fausses par le passé. J'aime que des gens fassent des vidéos sur la période médiévale, car cela incite généralement à apprendre les bonnes informations, comme moi avec cette vidéo. Même ma réponse à la vidéo de MatPat sur les chevaliers, samouraïs et vikings, ainsi que ses nombreuses informations erronées. Je suis ravi qu'il ait fait cette vidéo et qu'il fasse de son mieux. Je connais ceux qui ont réalisé la vie au château. Ils font de leur mieux. Alors écoute, ne leur en veux pas. Ils se trompent parfois. Alors, laissez-moi vous expliquer ce qui amène la plupart des gens à se tromper sur le Moyen-Âge, la vie à cette époque, ce que les gens faisaient, à quoi cela ressemblait. Un château et toutes ces choses-là. Et en général, tout cela se résume à une grosse erreur, d'accord? Et c'est quand ils entendent parler ou apprennent une pratique ou quelque chose qui s'est passé à un endroit précis, à un moment précis, ou peut-être à quelques moments précis, pendant la période médiévale. Ils pensent alors que cela s'est toujours passé ainsi durant tout le Moyen-Âge en Europe, ce qui est faux. Je parle de la plus grande nuance découverte en étudiant. Tu connais mieux cette période? J'adore cette époque. C'est génial, d'accord? Et plus j'approfondis, plus je découvre de la sophistication. Je m'en rends compte, hein? Les choses étaient différentes entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, et l'Allemagne médiévale, c'est-à-dire le Saint-Empire romain germanique, mais aussi entre l'Allemagne médiévale, l'Italie, la France et la Bohême. Ils avaient tous des pratiques différentes, d'accord? Et c'est pareil pour les styles de château et tout ça. Et en plus des différences dues à la localisation géographique, les choses ont évolué selon les époques. Les choses étaient différentes en 1100 après Jésus-Christ, tu sais, à l'époque médiévale, comparé à 1400. D'accord, les choses évoluent. C'est une longue période. Pour ma part, je considère que la véritable période médiévale se situe entre 100 après Jésus-Christ et 1500 après Jésus-Christ. D'accord, la classification plus large de la période médiévale commence à 500 après Jésus-Christ. Mais les châteaux? Pendant 500 ans, il n'y avait ni château ni véritable chevalier. Si vous voulez vraiment regarder la période médiévale emblématique, elle commence vers l'an 100. Pourtant, même là, c'est une période de 500 ans, d'accord? Et les choses changent. Donc, je veux aborder certaines des grandes idées fausses. Les gens disent que c'était juste la période médiévale et partagent le contexte. D'accord, j'essaye d'apporter autant de nuances que possible. J'apprends encore, d'accord? Il y a encore des choses que je ne connais pas. Il se peut que j'ai encore des idées fausses que je n'ai pas encore corrigées. Mais bien sûr, comme vous le savez, quand je me rends compte que j'ai dit quelque chose de faux, je me corrige. Je pars de l'idée que les châteaux étaient sombres, humides et froids. Quand les gens disent cela, ils affirment que tous les châteaux médiévaux étaient sombres, humides et froids. Et non, d'accord, parfois oui, mais pas tout le temps. Je veux dire, encore une fois, il faut nuancer, d'accord? Il existe de nombreux types de châteaux à l'époque médiévale, ainsi que certains châteaux spécifiques. Ils sont réputés sombres pour cette raison. Une grande fenêtre dans un château est une faiblesse défensive. Cela signifie que les ennemis pourraient grimper à l'intérieur et donc toutes les fenêtres donnant sur l'extérieur du château, là où l'ennemi peut réellement atteindre et avoir accès. Elles sont très petites, très fines, souvent simples meurtrières, laissant peu passer la lumière du soleil. Mais ensuite, il y a des châteaux qui ont une cour intérieure et là, ils peuvent avoir de très grandes fenêtres de style gothique donnant sur l'intérieur. Cela laisserait entrer beaucoup de lumière. Il y a tellement d'exemples de fenêtres de bonne taille dans les châteaux qui laissent entrer une quantité décente de lumière.
Et l'autre grande idée reçue que les gens ont à ce sujet, c'est dès qu'ils pensent que les châteaux en particulier étaient sombres. D'accord, mais pas vraiment plus que beaucoup de maisons de la période médiévale. Que veux-je dire? Les fenêtres posent un autre problème au-delà de leur faiblesse défensive pour les châteaux, c'est qu'elles laissent échapper beaucoup de chaleur, d'accord? Et avec le type d'hiver qu'on peut avoir en Europe, surtout en Grande-Bretagne, c'est un gros problème. À l'époque médiévale, de nombreuses maisons ordinaires, comme les chaumières, avaient peu de fenêtres pour conserver la chaleur. Certaines n'avaient qu'une grille comme celle-ci. Parfois, il y avait 2 ouvertures de chaque côté. Si vous regardez par exemple un toit de chaume, vous savez, encore une fois, cela dépend de la période. Si vous remontez plus loin dans la période médiévale, vous trouverez moins de fenêtres. Vous trouverez moins de fenêtres dans les chaumières, par opposition au château. C'est simplement en général, d'accord, parce que vous remontez dans le temps. Très bien, ils vivaient dans des maisons en torchis au toit de chaume, avec souvent une seule fenêtre pour garder la chaleur. Donc, quand vous entrez à l'intérieur, c'est vraiment sombre. Dans des situations comme celle-là, les gens passaient du temps dehors. D'accord, bien plus que nous. Et l'autre chose à propos de l'obscurité à l'intérieur, c'est qu'ils avaient des bougies. Même en plein jour, si vous avez une pièce qui ne laisse pas entrer beaucoup de lumière, vous pouvez allumer une bougie, d'accord? Puis lorsqu'on avance un peu plus à l'époque médiévale, il y a eu plusieurs pratiques différentes qui sont apparues, c'est pour permettre d'installer des fenêtres dans les maisons afin de laisser entrer plus de lumière et des choses comme ça et des choses comme ça. Donc ils avaient des fenêtres plus grandes et généralement, comme le verre était très cher, on pouvait avoir du verre encadré, soit du vitrail, soit le motif classique en losange. Faute de pouvoir fabriquer de grandes plaques de verre, ils utilisaient de petits morceaux. Et c'est pour cela que les fenêtres médiévales classiques sont faites de motifs en losange et autres, parce qu'elles étaient très petites et n'étaient pas transparentes. Car à cette époque, ce n'était pas un artisanat maîtrisé. Et donc, si vous regardez à travers ces vitres, même aussi clairs qu'ils pouvaient les fabriquer, tout sera très déformé et tout. Mais tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Sinon, vos fenêtres étaient souvent juste couvertes de planches en bois. Comme si vous observiez à travers des barreaux de prison. Et ils auraient des volets en bois à l'extérieur qu'ils fermaient pendant la journée et ouvraient la nuit. Mais si vous êtes en hiver, d'accord, vous n'allez pas ouvrir ces fenêtres parce que ça laisserait sortir toute la chaleur de l'intérieur. Ce sera fermé, il y aura peu de lumière à l'intérieur. Vous devrez donc utiliser des bougies et les cheminées même en journée. Le feu, oui, cela soulève l'idée reçue que les châteaux seraient froids. Le froid était un problème courant dans la vie médiévale, pas seulement dans les châteaux. Dire que les châteaux étaient bien plus froids que le reste est donc encore une fois inexact. Et la façon dont les gens combattaient le froid, c'était avec le feu. Et bien sûr, le feu crée aussi de la lumière, donc on obtenait de la lumière à l'intérieur de ces châteaux. Voilà. Et encore une fois, le feu apporte chaleur et confort. Encore une fois, selon la période, vous trouverez différents styles de châteaux, certains avec beaucoup de cheminées et d'autres avec très peu. Peut-être seulement dans la grande salle ou les appartements du seigneur. Parfois, toutes les chambres n'étaient pas impressionnantes. Pour découvrir l'intérieur d'un château médiéval, regardez ma vidéo « Qu'y a-t-il à l'intérieur des châteaux médiévaux ?» pour voir l'agencement. Vous serez surpris du nombre de pièces présentes dans un château médiéval standard. Ils sont devenus plus grands et avec moins de pièces, cela signifiait qu'il y avait moins de cheminées à construire dans la structure puisqu'il n'y avait que quelques pièces. Il suffit de quelques cheminées pour chauffer et rendre ces pièces plus habitables. Même plus tard, cette idée persiste. Les cheminées apportent chaleur et confort. Tout était visible, donc on mettait des cheminées dans un maximum de pièces. Regardez le château de Bodium. Au château de Bodium, vous remarquerez les cheminées intégrées à la structure. Les murs sont épais, d'accord? Environ 1 mètre d'épaisseur, voire 2 mètres dans certains cas, ce qui laisse largement assez de place pour créer une alcôve où l'on peut installer une cheminée. Il y a de nombreuses cheminées dans plusieurs pièces du château de Bodium. Ce n'est qu'un exemple. Est-ce que d'autres parties du château seraient froides? Eh bien, s'il n'y avait pas de cheminée, bien sûr. Mais cela pouvait parfois être un avantage, car si vous vouliez garder la nourriture au frais, eh bien, parfois ils creusaient une sorte de cave réelle dans le sol du château, où il faisait vraiment froid, où ils y conservaient la nourriture et d'autres choses, mais ce n'était pas courant dans tous les châteaux, c'est seulement une pratique que j'ai entendue. Voilà pourquoi j'hésite à aborder ce sujet. Même en connaissant cette pratique, je sais qu'elle existait. Ils creusaient une sorte de cave dans le sol qui ressemblait un peu à une grotte. Parfois, il y avait de la lumière, mais parfois non, et ainsi de suite. Je n'ai pas appris à quel point c'était répandu à travers toutes les différentes périodes du Moyen-Âge et dans les lieux géographiques spécifiques. Parce que, évidemment, ce n'était pas fait partout, mais c'est ce que les gens font généralement. Ils entendent parler d'une chose et ils se disent « c'est comme ça que ça se passait pendant tout le Moyen-Âge ».
Le Moyen-Âge est une longue période couvrant une vaste zone sans uniformité. Cette vidéo, c'est vraiment moi qui réponds à beaucoup d'idées reçues que les gens évoquent quand ils disent que la vie était comme ça au Moyen-Âge ou à propos des châteaux médiévaux et tout ça. Donc, malheureusement, ça ne va pas donner une image claire de ce à quoi ressemblait la vie. Je vais faire de mon mieux et aborder certains points que je peux partager. Ce n'est pas spécifiquement pour corriger d'autres choses. Je veux d'abord corriger les idées fausses, car ce sont selon moi les points les plus importants à traiter actuellement. Il y en a d'autres. Je dois parler à propos du fait que les châteaux sont froids. Et cela rejoint l'idée que la pierre a de très mauvaises propriétés isolantes, ce qui est vrai. Mais ce que les gens oublient, c'est que les murs des châteaux faisaient généralement au moins 1 mètre d'épaisseur, voire plus. Et donc, même si vous avez un matériau avec de mauvaises propriétés isolantes, vous pouvez tout de même obtenir un certain niveau d'isolation. Si vous le rendez simplement de plus en plus épais, encore et encore, d'accord, plus c'est épais, meilleures sont les propriétés isolantes. Et on arrive à un point où, d'accord, c'est à moitié correct, très bien, ce n'est pas génial. Ce n'est pas aussi bon que ce que nous pouvons faire de nos jours, mais ce n'est pas aussi mauvais que les gens le pensent. La prochaine grande idée reçue qui est si souvent répandue à propos de la période médiévale concerne l'eau potable. D'accord, j'ai entendu ça très souvent dans de nombreux documentaires, beaucoup de vidéos YouTube et des choses comme ça. On dit qu'à l'époque médiévale, l'eau était tellement contaminée qu'elle rendait malade, donc tout le monde buvait de la bière. Juste, voyons si on peut ralentir et vraiment réfléchir à ça. Je veux dire, on peut démystifier ça rien qu'en y pensant. C'est comme vraiment... Pendant au moins 500 ans, voire 1000 ans, dans toute l'Europe médiévale, les gens ne buvaient pas d'eau et ne buvaient que de la bière. Non, c'est juste que l'idée est stupide. Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Et donc les gens boivent de l'eau et ce qu'ils font, c'est dès qu'ils vérifient d'accord, si l'eau est propre ou non. Si l'eau est propre, ils ont une source d'eau propre et ils la boiront, d'accord? Maintenant, cela étant dit, l'eau c'est bien, on a besoin d'eau pour vivre, mais on aime aussi les boissons aromatisées, d'accord? Tout au long du Moyen-Âge, les gens produisaient vin, hydromel ou bière. Bien sûr, d'accord, beaucoup d'entre elles étaient bien moins alcoolisées qu'on pourrait le penser. Et puis il y a l'idée que les gens sont conscients de ce que fait l'alcool. D'accord. Et donc, en général, c'est là que ça devient vraiment problématique. Quand ils prennent un événement qui s'est réellement produit et qu'ils l'appliquent ensuite à toute la période médiévale, dans toute l'Europe médiévale, ils pensent donc, si c'est vrai, tout le monde devait être ivre tout le temps et qu'au Moyen-Âge, tout le monde l'était. Non, bien sûr que non. Les gens ne sont pas idiots. Ils savent ce que c'est d'être ivre. Et ils savent, tu vois, je vais au combat. Je n'ai peut-être pas envie d'être ivre. J'ai besoin de ma tête. Dans ce cas, ils ne diront pas « puisqu'il n'y a pas d'eau, je dois boire de la bière et me saouler ». Non, et tu sais, l'autre chose, même si l'eau est légèrement contaminée, tu la fais bouillir, d'accord? Et ensuite, elle est bonne à boire. Je veux dire, bon sang, d'accord. Pourquoi certains cours d'eau étaient-ils contaminés au Moyen-Âge? Les animaux y faisaient leurs besoins. Donc, même si tu n'as pas d'humains qui jettent leurs propres excréments dedans, il y a une chance que ce soit contaminé dès le départ. Mais à l'époque, on éliminait souvent les déchets en les jetant dans les cours d'eau, même si ce n'était pas systématique. Parfois, ils creusaient simplement une fosse dans la terre et enterraient les déchets. Problème résolu, d'accord. Tiens, mais s'ils devaient créer une latrine commune, ils creusaient dans le profond, jetaient les excréments et procédaient ainsi. Et ce n'était pas toujours collectif non plus. Donc, voici une vidéo plus récente où c'est toujours collectif. Non, les gens, il y avait quand même une notion d'intimité. À l'époque médiévale, la pudeur était moindre pour des raisons pratiques. Il n'était pas toujours pratique d'avoir une intimité totale, mais ceux qui en voulaient pouvaient en avoir. Ce n'était pas hors du domaine du possible. Les principales situations où l'eau devenait vraiment contaminée par les déchets humains, c'est quand on avait un grand groupe de personnes, d'accord, de grandes villes et cités. Certains pensent aussi que durant l'Europe médiévale, les gens jetaient simplement leurs excréments et déjections dans les rues. Ces récits concernent surtout Londres, en Grande-Bretagne. Laissons cela de côté. Nous y reviendrons car le sujet est plus nuancé. Beaucoup pensent que ce qui s'est passé ici s'est produit partout. Non, mais d'accord, et peut-être si vous avez une grande ville avec beaucoup de gens et qu'ils jettent tous leurs excréments dans l'eau, eh bien elle va être contaminée. Est-ce que cela voulait dire que les gens ne la buvaient pas? Eh bien non, en fait. Parfois, les gens la buvaient. Ils tombèrent malades et beaucoup en mouraient aussi. Il y avait beaucoup de morts et de maladies. L'une des raisons était l'eau contaminée. Devinez quoi? C'est la preuve qu'ils buvaient de l'eau, pas qu'ils ne la buvaient jamais, mais parfois ils ne la buvaient pas. Et dans ces situations-là, oui, d'accord, faire de la bière serait une alternative plus sûre. Et c'est là qu'on peut voir des exemples de ce phénomène, mais pas dans tous les cas. Très bien, si vous êtes dans un village, une ville, à la campagne ou n'importe où, même en ville, d'accord.
Si vous trouvez de l'eau propre, vous la boirez naturellement, car elle est pratique et vous ne souhaitez pas être ivre constamment. Très bien, et parlons des déchets humains. Allons-y, parce qu'on s'est un peu éloigné du sujet. Et oui, dans de nombreux cas, il les jetait dans l'eau, mais pas dans tous les cas. D'accord? Bien sûr, on a vu ça souvent dans le Londres médiéval, et même plus tard, pendant la période industrielle à Londres. La Tamise, extrêmement contaminée, vraiment. Je ne pense toujours pas que tu veuilles en boire aujourd'hui. La plupart des cours d'eau urbains, comme la Yarra à Melbourne près de chez moi, ne sont pas faits pour être bus. Mais si je monte un peu la colline et que je trouve un ruisseau, en général, l'eau est parfaitement potable. Donc, encore une fois, il y a des nuances, il y a des cas documentés de personnes qui jettent leurs déchets et leurs excréments dans la rue. D'accord, mais ce n'est pas le cas à chaque fois. C'est encore un sujet pour lequel j'aurais voulu être mieux préparé, mais cela demande du temps. Ainsi, je n'aurai pas à refaire une vidéo plus tard, j'en ferai une nouvelle quand j'aurai plus de connaissances. Pour l'instant, je fais avec ce que j'ai et sais. Et j'ai lu un témoignage où des gens ont été inculpés, d'accord? C'était un crime de jeter des excréments dans la rue parce que ces personnes sont des êtres humains, d'accord? Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Les excréments sentent mauvais pour nous, d'accord? Si ça sent mauvais pour nous, oui, ça sentait mauvais aussi pour nos ancêtres dans le passé. Elles ne veulent pas marcher dans la merde dans la rue, partout. Et donc, il y avait de vraies lois, dans certains cas, qui prévoyaient des sanctions pour les gens qui jetaient leurs excréments dans la rue, parce que tu ne veux ni le sentir ni marcher dedans, d'accord? Et donc, il y a des exemples comme celui-ci. Il y a une rue à Londres qui s'appelle la rue Meerde. D'accord, car évidemment, les gens ignoraient la loi là-bas. Cela ne signifie pas que toutes les rues du Londres médiéval étaient couvertes d'excréments. Non, d'accord, il y avait quelque chose appelé les veilleurs de nuit. Je veux dire, c'était leur travail de ramasser les excréments. Dans les maisons, ils avaient en fait des fosses à excréments, comme des fosses d'aisance et ce genre de choses dans chaque maison. Et cela était nettoyé chaque semaine, voire chaque jour, si vous aviez assez d'argent. Ensuite, ils l'emmenaient à la rivière et le jetaient dans la rivière. Mais ils avaient des organisations et des métiers pour nettoyer les excréments de leur maison. S'ils faisaient cela, c'est que tous les excréments n'étaient pas jetés dans la rue, preuve que ce n'était pas systématique. Et les fois où c'était le cas, c'était, vous savez, des événements plus spécifiques qui, bien sûr, ressortaient davantage. Vous allez remarquer une rue avec des excréments dessus plus facilement qu'une rue sans. Donc les gens l'ont remarqué. C'est consigné. Et puis, bon, c'est quand on lit sur l'époque moderne et qu'on dit que tout le monde jetait des excréments dans la rue. Non, ce ne sont que quelques cas spécifiques. Et je suis assez confiant, ça s'est produit dans beaucoup d'autres endroits à travers l'Europe médiévale et des choses comme ça, où des excréments étaient jetés dans la rue, dans certains endroits de différentes villes. Ce n'était pas universel. Les gens n'aiment pas les excréments. Ni marcher dedans, ni l'odeur, ni en avoir sur leurs vêtements. Passons au point suivant, l'hygiène médiévale. Beaucoup pensent qu'à cette époque, tout le monde était sale ou couvert de boue. Et chose intéressante, dans la vidéo plus récente, c'est ce qui nous a un peu bousculé. Je ne sais pas. Beaucoup de vidéos et documentaires se trompent à ce sujet. Même dans la plus récente, ils l'indiquent mal. Au Moyen-Âge, les gens étaient souvent sales, se lavaient peu et tombaient malades. Plus tard, ils affirment que, contrairement à la croyance populaire, les gens du Moyen-Âge se lavaient, ils se contredisent dans leurs propres vidéos. Bref, donc bien sûr, ils se lavaient. Il y avait même des bains publics, donc si vous n'aviez pas un grand, vous savez, tonneau en bois ou autre pour prendre un bain, ou si vous n'étiez pas près d'une rivière. Parce que, devinez, c'est l'autre endroit où vous allez vous baigner, dans les cours d'eau naturels. Et vous ne voulez pas aller dans des eaux polluées, comme à Londres, ce genre de choses. Donc, ils avaient des bains publics, voilà, des bains publics où les gens allaient régulièrement pour se laver. D'accord, car les gens restent les mêmes. Les mauvaises odeurs sont des mauvaises odeurs. On n'a pas envie d'être entouré de gens qui sentent mauvais. Donc on n'a pas envie de sentir mauvais soi-même. Il est plus difficile de sentir sa propre mauvaise odeur. Mais de toute façon, on peut plus ou moins le deviner. Donc, on va dans des bains publics. En fait, les bains publics, à un moment donné, je crois que c'était à Londres. Ils ont été interdits car de nombreux bains publics devenaient des bordels. Vous pouvez vérifier ce que je dis. Et on peut voir des œuvres d'art médiévales assez osées, montrant des gens en train de faire des choses intéressantes dans les bains publics et tout ça. Voilà, c'est tout. Mais cela prouve que les bains publics étaient très courants, d'accord? Les gens aimaient aller se baigner et être propres. Au Moyen-Âge, ils n'étaient pendant pas toujours sales. Ce n'était pas un luxe réservé aux riches. Ces bains publics étaient accessibles à tous. Même sans moyen, vous aviez accès à de l'eau propre. Faire bouillir de l'eau pour se laver ne demande presque rien. Je veux dire, bon sang. Et pour continuer sur ce sujet concernant la propreté générale, ce genre de choses, les gens du Moyen-Âge adoraient la couleur, d'accord?
des vêtements colorés. En fait, plus c'était coloré, plus c'était prestigieux. C'était une sorte de symbole. Si vous pouviez vous permettre du violet, c'est d'ailleurs pour cela que le violet est devenu une couleur royale, parce que c'était vraiment cher, je veux dire vraiment. Et les gens diront que c'était interdit par la loi. Je me demande si c'est vraiment vrai. Enfin, oui. Et si c'était interdit par la loi, ce serait seulement dans quelques royaumes, nations, peut-être seulement en Grande-Bretagne, des choses comme ça. Alors, confirme ça, parce que si tu peux fabriquer du violet et que tu voulais en porter, pourquoi pas? Pourquoi ceux qui fabriquaient de la teinture ne pouvaient-ils pas porter du violet? Donc ça rejoint le fait que la longue épée était interdite. Je vais parler de la longue épée ensuite. Mais avant d'en venir à la longue épée, laissez-moi finir sur l'idée de la couleur. La vidéo risque d'être longue, mais il y a beaucoup à dire, d'accord? Quand on demande à quoi ressemblait la vie à l'époque médiévale, c'est un vaste sujet. La vie des gens est complexe et ils font beaucoup de choses. D'accord, eh bien, peut-être que je ne pourrais aborder que les idées reçues. Je ferai peut-être plusieurs vidéos de suivi pour aborder d'autres sujets, car j'adore ça. Il y a des choses, c'est ce que j'aime dans la période médiévale, et il y a des choses, moi, qui me fascinent, comme les épées, les châteaux et les chevaliers. Mais ensuite, quand j'explore à quoi ressemblait la vie à cette époque différente, ça me passionne vraiment d'essayer de comprendre. C'est un autre monde, comme entrer dans un univers différent et voir la vie des gens. C'est incroyable, mais tu t'identifies à eux car ils restent humains. Et tu peux vraiment comprendre. Il y a des pratiques étranges qui, de notre point de vue, peuvent sembler vraiment bizarres et étranges, mais quand tu cherches à les comprendre, tout devient beaucoup plus logique. L'étiquette médiévale et ses règles étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Mais quand tu essaies de comprendre, tu découvres, par exemple, que si tu avais une démangeaison à gratter, c'était réel. Je ne sais pas, j'ai lu ce témoignage, mais j'ignore dans quelle mesure c'était applicable, car l'étiquette à table variait selon les régions. Ne pensez pas que cela concerne tout le Moyen-Âge, c'est juste un exemple d'étiquette que j'ai entendu. Si vous aviez une démangeaison, vous ne la grattiez pas avec vos mains car vous mangiez avec. Souvent, la nourriture était partagée, vous alliez pouvoir la prendre, et donc si vous vous grattiez le visage, vous pouviez avoir de la saleté ou des impuretés sur les mains et ensuite les transférer à la nourriture que d'autres personnes mangeaient. Vous ne vous grattiez pas le visage. En cas de démangeaison, vous utilisiez un morceau de pain pour vous gratter, puis vous le mangiez. C'était une règle courante. Si on n'a jamais utilisé du pain de seigle pour se gratter, pourquoi le ferait-on pour une démangeaison? Eh bien, encore une fois, cela a tellement de sens logique quand on comprend. Ils mangeaient beaucoup avec les mains et partageaient la nourriture, donc éviter de transmettre ces microbes est important. Ok, c'est intéressant. Et ils ne comprenaient pas vraiment les microbes, mais ils comprenaient la propreté. D'accord? Donc certaines pratiques ont évolué autour de cela. D'accord? Encore une fois, pour revenir à la couleur, ils adoraient la couleur. Donc, vous allez voir beaucoup de couleurs dans les vêtements et dans la décoration, d'accord? L'intérieur des châteaux médiévaux arborait de superbes fresques murales. Ainsi, contrairement à ce que l'on dit, les châteaux n'étaient pas humides, sombres et lugubres. Si vous entrez dans un véritable château médiéval, vous verrez une véritable explosion de couleurs avec des fresques peintes sur les murs et tout ce genre de choses. Parce que, encore une fois, ce sont des gens. Et si on regarde ça et qu'on se dit « c'est sombre et humide », pourquoi voudriez-vous vivre là? Peut-être que les gens du Moyen-Âge réagissaient de la même façon et agissaient pour y remédier. Devinez quoi, ils l'ont fait. Tous les châteaux avaient-ils des fresques murales? Non, mais beaucoup en possédaient. Plus j'étudiais les châteaux, plus il semblait que la compréhension générale était que la plupart des châteaux, quand ils le pouvaient, étaient au moins blanchis à la chaux avec du plâtre. Ils étaient blancs, pas seulement des pierres sombres et humides, mais recouverts de plâtre. Et puis, s'il avait plus d'argent, il y aurait au moins des motifs peints dessus, peut-être seulement des motifs floraux avec branches, feuilles, etc., voire des fresques murales. Des choses incroyables, un autre signe de richesse. Plus l'intérieur de votre château était sophistiqué, plus vous étiez perçu comme impressionnant et prestigieux. Donc, il les peignait souvent, et cela devenait de plus en plus élaboré avec le temps. À l'époque médiévale, parce qu'on voyait des choses très sophistiquées, avec des boiseries raffinées et de ce genre d'éléments. Et si vous remontez au début de la période médiévale, vous verrez du plâtre blanchi à la chaux ou autre, avec des fresques plus simples, mais cela restait une pratique intéressante. Ça s'est produit. Encore une fois, je sais que cela s'est produit en France, dans certains cas, ce genre de choses. Le type de pierre utilisé reflétait la richesse que vous aviez dans le château. Si votre seigneur ne pouvait bâtir qu'un château basique en pierre ordinaire, vous voyez, oui. Il voulait sans doute paraître plus riche. Les châteaux étaient donc blanchis à la chaux, ce qui les rendait plus impressionnants et les protégeait de l'érosion. Le badigeon pouvait être aussi imperméable, j'ai fait une vidéo dessus. Pourquoi les châteaux étaient-ils blancs? Voilà. Donc il faisait cela, puis il peignait, donc il passait de la chaux, et ensuite il peignait un motif de pierre à l'extérieur pour donner l'impression que c'était fait en marbre. Et vous pouvez entrer à l'intérieur des châteaux, c'est déjà en pierre.
Mais ils l'ont blanchi à la chaux, ils l'ont enduit, et ils ont peint des motifs de pierre par-dessus la véritable pierre pour donner l'impression que c'était une pierre encore plus impressionnante. Oui, vous voyez, les gens sont drôles, mais ça a tellement de sens parce que le statut, le prestige et la richesse sont tellement importants à montrer ce genre de choses. Et donc les gens voulaient rivaliser avec leurs voisins, rivaliser avec le seigneur d'à côté, les gens. Il est fascinant de constater que les gens restent à la fois différents et similaires à travers les époques. Très bien, les épées longues. Je parle des épées longues car certains affirment qu'elles étaient autrefois interdites aux personnes ordinaires, notamment aux paysans. D'accord, maintenant ça se répand beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de vrai, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Si vous connaissez une véritable référence historique provenant d'un document ou de quelque chose d'écrit dans l'histoire qui précise réellement que l'épée longue était interdite à certaines classes inférieures de personnes, j'aimerais beaucoup les entendre parce qu'à ce stade, je n'en ai jamais entendu parler. J'ai vu beaucoup d'exemples de gens ordinaires utilisant des épées longues, ce qui contredit cela. Donc, s'il y avait eu une situation où une loi interdisait aux personnes ordinaires de porter des épées longues, cela n'aurait concerné que quelques endroits très restreints à travers l'Europe médiévale. À l'inverse, de nombreux gens ordinaires utilisaient des épées longues, très populaires. Le cas que j'ai trouvé concerne surtout l'Allemagne à la fin du Moyen Âge. Mais ensuite, on trouve des choses comme la Kriegsmesse, des épées à deux mains par exemple. En Italie, je crois que les gens ordinaires ont commencé à aimer utiliser et porter des épées longues. Je pense vraiment cela. Penser que l'épée longue était interdite aux gens ordinaires ou qu'il était interdit de la porter pourrait être une idée reçue. Je le soupçonne un peu, mais je n'ai pas encore pu le confirmer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'hésitais à faire une vidéo comme celle-ci, parce que mes recherches ne sont pas terminées, mais en même temps, elles ne le seront jamais, vraiment. Donc, comme je l'ai dit, je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. Et je pense que cette idée reçue vient du fait que l'épée longue est une arme à deux mains, ce qui veut dire que vous n'aurez pas l'avantage d'un bouclier. Donc, les situations où vous voulez utiliser une épée longue, c'est quand vous portez une armure de plate complète. Mais l'armure de plate complète, ou toute armure suffisamment lourde, n'a pas besoin d'être forcément une armure de plate complète. D'accord, une armure suffisamment lourde, ou vous vous sentez assez protégé pour ne pas avoir besoin de porter un bouclier. L'épée longue était ainsi liée à un statut supérieur à la chevalerie et aux chevaliers. Sans armure de plate complète, un bouclier est nécessaire. Si vous prenez un bouclier, il vous faut une épée à une main plutôt qu'une à deux mains. C'est là, selon moi, que cette division a créé la distinction de classe entre l'épée longue, l'épée à deux mains et l'épée d'arme à une main. L'épée Niami est devenue très populaire. Épée et bocle formaient la combinaison typique. Mais ce n'était pas le cas pour toute la période médiévale, ni pour chaque région géographique de cette époque. Donc encore une fois, si vous connaissez plus de détails sur le moment où cela s'est produit, et même s'il y avait une loi spécifique, j'aimerais le savoir. En fait, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y en ait eu, donc encore une fois, il y a trop d'erreurs de raisonnement à partir de quelque chose qui, semble correct. Les riches et de nombreux chevaliers préfèrent l'épée longue à deux mains, tandis que les personnes moyennes utilisent des épées à une main. Je veux dire, ça doit arriver parce qu'il y avait une loi. Parce que pourquoi ne voudriez-vous pas utiliser une épée à deux mains si vous le pouviez? Les gens ont sûrement été interdits à cause de l'armure, des boucliers et de la nourriture. On dit que la nourriture au Moyen-Âge était fade, sans goût et sombre. Bien sûr, il n'avait pas la même variété qu'aujourd'hui. Nous sommes vraiment très gâtés de nos jours. Nous mangeons des aliments avec une telle variété, saveur et accessibilité que c'en est fou. La nourriture de nos jours, c'est incroyable. Nous mangeons littéralement mieux que les rois d'autrefois. Même les pauvres mangent mieux que les rois du passé à l'époque médiévale, avec ce qu'ils ont à disposition, à moins d'être tellement pauvres qu'on ne peut pas se permettre de manger. Mais je parle plutôt des pauvres des pays du premier monde, du monde occidental, d'accord? Donc les gens de ce niveau mangent quand même incroyablement bien. Les pauvres de notre époque moderne, dans les pays du premier monde, vivent mieux que les rois du passé. Et ce n'est pas une exagération, c'est absolument factuel. Alors, est-ce que ça veut dire que toute la nourriture était fade? Non, je veux dire, ils avaient du sel à l'époque, d'accord. Et le sel est excellent pour ajouter de la saveur aux aliments. Et s'ils avaient assez de sel pour conserver les aliments, c'est qu'ils en avaient en abondance. Enfouir des aliments dans le sel pour les conserver est une méthode de conservation. Je ne pense pas qu'ils allaient lésiner sur le sel pour mettre sur leur nourriture, d'accord? Et puis, quels sont les types d'aliments qu'ils consommaient? Je veux dire, tout ce que vous pouvez cultiver, vous pouvez le manger, d'accord? Donc, les légumes, les fruits, toutes ces choses-là, elles sont disponibles pour tout le monde. La viande peut être plus difficile à obtenir selon votre richesse. Mais si vous avez accès à l'eau,
vous pouvez pêcher du poisson, d'accord? Donc le poisson était quelque chose de très courant que la personne moyenne appréciait. Et je veux dire, vous trouvez que le saumon est cher aujourd'hui? Le saumon était très courant pour le paysan, la personne moyenne, à manger à l'époque médiévale. Ah, j'ai trouvé cela dans plusieurs sources différentes, mais l'une d'elles, dans un documentaire spécifique, disait que le poisson était plutôt réservé aux gens de la haute société. J'ai pensé que cela contredisait tout ce que j'avais entendu, mais c'était un documentaire assez respecté. Je ne dis pas que je ne peux pas me tromper, ni eux. Ils partageaient un extrait du journal Les Archives d'un chef médiéval sur la préparation du poisson pour son seigneur. Et il disait, eh bien, c'était un mets de luxe réservé uniquement au seigneur. Si on attrapait le poisson, c'était le poisson du seigneur. Et donc, encore une fois, je pense que nous voyons des différences selon la localisation géographique et la période, et donc le poisson pouvait être considéré avec une importance différente. Savez-vous qui en profitait? Cela dépendait du prix de l'époque et de l'endroit, donc cela variait. Donc quand je dis que le poisson était plus important pour moins de gens, ce n'était pas tout le temps, il y a des différences. Mais bien sûr, le poisson est toujours disponible. Et la principale viande qu'ils consommaient était le porc. Ça, j'en ai eu une confirmation assez solide. Le porc était la viande principale. D'accord, le bœuf, pas tellement, parce que les vaches sont des bêtes de somme. Soit vous allez tirer une charrue si c'est, vous savez, un bœuf, soit vous allez la traire si c'est une vache, d'accord? Et donc vous allez l'utiliser jusqu'à la fin de sa vie. Élever du bétail uniquement pour alimenter l'industrie du bœuf n'arrivera pas. Ils ont fait pareil avec les cochons pour le porc et les agneaux. Bien sûr, les moutons donnent de la laine, donc on ne les abat pas seulement pour la viande. La viande la plus courante était le porc, et si vous étiez un peu plus aisé, le bœuf était plus accessible. Et si vous aviez une vache qui arrivait en fin de vie et que vous l'abattiez, alors vous auriez aussi du bœuf, bien sûr. Donc ce n'est pas que personne n'en mangeait, mais la viande la plus répandue était le porc, et le porc c'est excellent. On fait plein de choses avec le porc. Le lapin, bien sûr, le lapin. Eh bien, parmi les viandes importantes, le lapin était très répandu, évidemment. Il y avait beaucoup de viandes variées et des livres de cuisine médiévaux pour divers plats. Dire que toute la nourriture était fade n'est pas exact. Il y a eu des périodes de famine extrême, certes, mais qu'en est-il des moments entre ces périodes? D'accord, et qu'en est-il des périodes d'abondance? Et une autre chose, les gens adoraient le hareng mariné, d'accord? Vous savez, encore plus de poisson. Avec les épices exotiques comme le poivre ou la cannelle, ça devient plus aristocratique, d'accord? C'est amusant. Il est possible aussi que de nombreuses épices méprisées par l'aristocratie médiévale ne nous plaisent plus autant aujourd'hui. Le sel suffit amplement. Les paysans, avec du sel et assez de variété, peuvent cuisiner divers plats, et ils en auront. Des recettes familiales variées seront partout, avec de la diversité et des ventres rassasiés en période d'abondance. Et ce n'est pas comme si tout était fade. Oh, et tout n'était pas non plus bouilli. Je veux dire, le potage classique, d'accord? C'était très probablement tout ce que tu cuis dans une marmite et que tu fais bouillir, c'était du potage, d'accord? Il y avait du potage partout, avec diverses recettes et ingrédients. Et donc, il y avait une grande variété de potages et bien sûr des tourtes, des pâtisseries et tout ce genre de choses. Et si vous vous demandez pour le sucré, d'accord, où trouvaient-ils leur dessert et tout ça? Même s'il n'y avait pas de sucre raffiné comme nous en avons de nos jours, ils avaient comme du miel et des fruits, d'accord? Ils ajoutaient ça dans les recettes. On peut obtenir beaucoup de douceur. Donc les tartes aux pommes et toutes ces choses-là, bien sûr, ça existait, d'accord? Les gens aiment manger. Eh bien, d'abord, on a besoin de manger. Comme il faut manger, autant rendre ça agréable en choisissant des ingrédients qu'on aime. Ce n'est pas comme si les gens n'avaient pas de papilles gustatives ou de savoir-faire culinaire au Moyen-Âge. Et j'ai entendu dire que c'était toujours sur un feu ouvert, d'accord? Les fours, je veux dire, on peut fabriquer un four avec de la terre, pour l'amour du ciel, sans parler de la brique et de la pierre. Je veux dire, et c'est en fait vraiment sophistiqué la façon dont ils ont développé ça, comme comment contrôler la température et tout ça. Tu te rappelles quand j'ai dit que la pierre isolait mal? Elle absorbe et retient beaucoup de masse thermique. Quand je dis là, un moment, c'est vraiment plusieurs heures. Si tu construis un château en pierre, il absorbe toute la chaleur et la lumière du soleil. La chaleur accumulée partira en quelques heures, puis la nuit sera froide, d'où l'importance d'un feu. La chaleur ne reste donc pas toute la nuit, mais ces quelques heures où elles retiennent beaucoup de chaleur, c'est ainsi qu'elles fonctionnaient, les fours. D'accord, ils allumaient le feu dans le four, puis ils laissaient le feu s'éteindre. Ils retiraient ou traînaient tout le feu et les braises dehors. Le four ne contenait plus de feu. La chaleur restant dans les briques ou la pierre servait à installer le patient à ce moment-là. Le pain était de loin l'une des choses les plus importantes que les gens mangeaient. D'ailleurs, ça, je parlais de tout ça et tout tourne autour du pain, absolument. Et tu sais ce que tu aimes manger avec du pain? Du beurre, d'accord? Du lait, du beurre et tout ça.
Ils peuvent aussi créer d'autres éléments à associer aux sauces rouges, toujours très présentes. Et d'ailleurs, si tu as déjà mangé du pain frais, je veux dire, ce que tu achètes en magasin, ça ne se compare même pas. Du pain frais, bien fait, de qualité, délicieux, et les paysans mangeaient en fait du pain complet. Moudre la farine pour obtenir de la farine blanche demande plus de travail, donc c'est plus cher. Les pains blancs, moins sains, étaient réservés à la noblesse et à la classe supérieure. Et en fait, d'après l'étude de différents NAMA, vous savez, des recettes de cuisine et d'autres choses de la période médiévale, on constate que les classes supérieures avaient une alimentation moins saine que les classes inférieures. Et les classes inférieures, elles mangeaient quand même plus sainement et étaient probablement en meilleure santé. Ça, c'est assez drôle. Ensuite, il y a d'autres maladies et infections, et tout cela menait généralement à la mort des gens. Je ne dis pas qu'ils vivaient très longtemps, mais bon, c'est une parenthèse. Donc, pour revenir au four, ils retirent toute la chaleur, et il y a tellement de chaleur dans le four, c'est à ce moment-là qu'ils mettent le pain et tout le reste, et juste la chaleur dans les briques, et la pierre est d'une telle solidité qu'elle peut la retenir. Et c'est comme ça qu'ils peuvent contrôler la température, parce qu'elle va baisser assez progressivement, mais rester assez constante. Et donc, si c'est trop chaud, ils attendent, et ils le mettent dedans, puis ils peuvent chronométrer, ou simplement surveiller quand ce qu'il y a à l'intérieur est cuit et prêt. Ils utilisaient des méthodes sophistiquées pour cuisiner, pas seulement un feu de camp. On peut faire beaucoup avec un feu. D'accord, il y a aussi cela. Les gens travaillaient sans cesse, et la vie se résumait au travail. Pas vraiment d'accord. Je veux dire, si la majorité des gens au Moyen-Âge étaient agriculteurs, cultivait-on toute l'année? Il y aura des périodes de l'année où le travail serait fou, comme labourer le champ et planter, d'accord, planter les graines. Après avoir labouré et planté, il ne reste plus qu'à attendre que ça pousse. Il peut y avoir du désherbage et l'éloignement des nuisibles. Mais une fois que ce travail est fait, tu as un laps de temps assez confortable, tu sais, avec du beau temps aussi, pendant lequel tu n'as pas besoin de cultiver, d'accord? Et puis vient le temps de la récolte, et là c'est la folie, la folie. Travailler, 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 tout stocker. Tu as tes réserves pour l'hiver. Tu es prêt. Et bien sûr, tu vas séparer le grain, les graines et d'autres choses comme ça. Et voilà, ensuite tu arrives à l'hiver. Alors, que fais-tu? D'accord, en fait, il y a beaucoup de temps entre les périodes de travail intenses. Pour un agriculteur moyen, ainsi, ils ont du temps pour d'autres activités comme aider à construire une grange, un moulin ou un puits. Avec des animaux, le travail augmente et chaque maison médiévale possède au moins un jardin. Beaucoup, bien sûr, auraient un potager, quelques animaux, notamment un animal à traire et des poules pour les œufs, donc s'occuper d'eux serait régulier. Mais l'idée que c'était toujours du travail, un labeur éreintant et que personne ne faisait tout, donne l'impression que la vie devait être horrible au milieu. La nourriture, non. Il y avait des moments où il n'était pas nécessaire de travailler autant qu'à d'autres périodes. En réalité, ils avaient plus de liberté qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Il y a cette idée de salarié-esclave de nos jours, et je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Je pense qu'il y a un choix et un moyen de quitter le système salarial, mais il faut ambition, opportunité et éducation. Tout cela entre en jeu lorsqu'il s'agit de sortir de cette situation de salarié-esclave. Mais si vous comparez le salarié-esclave aux gens du Moyen-Âge, vous aviez beaucoup de liberté et de choix pour décider de ce que vous vouliez faire entre les périodes où vous deviez travailler, et parfois cela signifiait plus de travail. Mais il se peut que ce soit des choses qui vous intéressent pas. Et si vous aviez un intérêt pour l'artisanat et que vous vouliez commencer la menuiserie ou quelque chose comme ça, et vous? Et d'ailleurs, les gens font même de la menuiserie parce qu'ils aiment ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui auraient choisi un métier manuel parce qu'elles l'aimaient et qu'elles y prenaient plaisir. Et ensuite, ils n'ont jamais vraiment l'impression de travailler un seul jour de leur vie, d'accord? Et il y a d'autres choses aussi. Si vous vouliez planter un vignoble, faire du vin ou débuter dans ce domaine, vous voyez? Obtenir des fibres à partir de votre laine ou autre et les transformer en fibres. Fabriquer des vêtements ou du linge, où vous cultivez du lin, vous le transformez en linge et vous faites des draps en lin. Et vous pouviez fabriquer du fromage ou autre chose. Toutes ces options étaient disponibles et vous choisissiez selon vos envies. Et si vous aimiez le fromage, faire du fromage, eh bien vous aimiez probablement faire ça. Et ensuite, vous pouviez vendre vos produits, vous savez, au marché local ou autre. Et vous pouviez vous concentrer sur un type de choses. Et puis, entre les moments de travail et tout ça. À l'époque médiévale, il y avait des festivals partout. Ils aimaient faire la fête. Ils adoraient les jeux. Et non seulement ils aimaient les jeux, mais ils aimaient aussi les histoires et les chansons. D'accord. Donc, chanter l'idée du barde ou du troubadour, vous savez, le conteur et tout ça, les gens en ont fait leur métier car c'était très apprécié. Et cela ne signifiait pas qu'ils devaient attendre, vous savez, qu'un troubadour ou autre passe par là pour raconter l'histoire.
Il y aurait l'histoire locale, enfin tout le monde connaîtrait des histoires, et ils adoreraient partager des histoires sur le roi Arthur, ou Georges, et le dragon, ou peu importe, n'est-ce pas? Ou Siegfried et le dragon, je les confonds. Mais toutes ces histoires encore connues aujourd'hui viennent de cette époque. D'accord, ils se les raconteraient entre eux, c'est intéressant. Même si on remonte, disons, aux années 1800, la pratique du récit dramatique était quelque chose d'assez répandu. J'ai appris cela grâce au fait que mes sœurs et ma mère adoraient, comment ça s'appelle? Anne, la maison au pignon vert. Oui, c'est ça, d'accord? Et dans Anne et la maison au pignon vert, un personnage présente une histoire de façon dramatique. Je ne sais pas, c'était comme un spectacle de talent ou juste un événement quelconque, et puis elle a choisi de faire ça, et en fait c'était vraiment courant, et ma mère s'est vraiment reconnue là-dedans. Oui, il y avait beaucoup de choses comme ça, et c'était juste intéressant. Genre, les gens inventaient des divertissements différents des nôtres, car nous avons la télé, etc. Mais raconter des histoires dans un cadre communautaire était quelque chose de très courant. Il n'y a pas si longtemps dans l'histoire, cela se faisait encore, et donc à l'époque médiévale. Absolument, à tel point que des gens pouvaient y consacrer toute leur carrière s'ils le souhaitaient. Certains voulaient aller voyager pour découvrir le monde, et ils l'ont fait. Et des gens ont créé des choses pour que d'autres puissent voyager et les voir. Parce que le tourisme existait déjà à l'époque, il y avait même des aspects touristiques, et généralement, il s'agissait d'objets religieux ou des ossements de certains saints et ce genre de choses. Les gens parcouraient de très longues distances pour voir certaines choses, mais en voyageant, on découvrait le monde et c'était une sorte d'aventure, et on pouvait le faire. En tant que paysan, ce n'était pas réservé aux classes supérieures, les gens aiment voyager et partir en vacances. Même en tant que paysan ou serf, c'était possible. Très bien, le monde était une aventure, avec beaucoup de divertissements et de joies à découvrir. Il y avait des choses dures, tout comme il y a des choses dures de nos jours auxquelles nous devons faire face. Chagrin, tristesse, douleur, souffrance, perte de vie et tout le reste. La vie peut être vraiment difficile, mais il y a aussi des moments où elle peut être vraiment belle. C'était pareil au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, ce n'était pas une misère totale. Si la misère était constante, tout le monde se serait suicidé et nous n'existerions pas. En fait, il ne resterait plus personne pour avoir des descendants. Et la vie de famille est aussi une joie. Les gens adoraient avoir des enfants, les gens adoraient se marier. D'accord? Ce sont toutes des choses merveilleuses. Donc, même si vous étiez un paysan et que vous n'étiez pas parmi les riches de la haute société, vous pouviez quand même vivre une vie épanouissante et heureuse avec de nombreuses joies au passage. Et bien plus, le travail ne devait pas être une misère. D'accord? Surtout si vous pouviez choisir un travail qui vous plaît ou que vous faites librement et voir simplement le résultat de ce que vous créez. Vous savez, les choses doivent être comprises dans leur contexte. Et regardez, cette vidéo est déjà extrêmement longue. Donc, je dois m'arrêter là à cause du temps. J'aurais pu aborder d'autres points, donc peut-être dans une prochaine vidéo. J'en ferai davantage plus tard, au fil de mes apprentissages. Mais quelle est la leçon à retenir? J'espère que si vous deviez retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Les aspects insolites que l'on entend sur la période médiévale. La plupart du temps, ce n'était en fait qu'un type de pratique ou d'événement plus restreint ou quelque chose qui arrivait rarement, et ce n'était pas forcément largement applicable, et même si ça l'était, il faut comprendre cela dans son contexte parce que tout a un contexte. D'accord. Donc, si les gens disent que la période médiévale était comme ceci et que c'était juste comme cela, sans aucune autre nuance, oui, tu peux être un peu sceptique à ce sujet. Merci d'avoir regardé, j'espère que cela vous a plu. Je n'ai pas fait un travail adéquat parce que c'est une vidéo longue et décousue. Il y a beaucoup de choses à aborder et il y en a beaucoup que je n'ai pas abordées, mais j'espère que cela vous a plu. Merci d'avoir regardé et bien sûr, j'espère vous revoir. Donc, d'ici là...